Regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. Le jeune homme que vous voyez sur ces images de vidéosurveillance qui datent du 31 mai 2019 s'appelle Théo Hayes. Il a 18 ans. S'il fixe son téléphone portable en marchant à 23h03, c'est qu'il cherche sur Google Maps l'adresse de son auberge dans laquelle il loge à Byron Bay en Australie. Le problème, c'est que sur ces images, il part en fait dans la direction opposée à celle qu'il aurait dû emprunter. Après ce moment-là, Théo disparaît totalement des écrans radars, laissant ses proches dans l'incompréhension la plus totale. Que s'est-il passé? Que lui est-il arrivé? Comment se fait-il qu'il se soit volatilisé sans aucune raison? Si les images de vidéosurveillance vont donner quelques indices sur ce qu'il a fait ce soir-là, ce sont les données de son téléphone portable qui vont apporter des précisions sur ses mouvements après 23h03. Des mouvements, vous allez le voir, qui laissent planer de grosses interrogations et une véritable inquiétude. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, je suis ravi de vous retrouver en 2025 pour une toute nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette nouvelle année, tout ce qu'on peut souhaiter chaque année, mais que votre plus beau rêve peut-être puisse être exaucé. Voilà ce que je pourrais en tout cas vous envoyer comme vœu aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, on aborde une disparition qui a été très médiatisée, c'est la disparition du jeune Théo Hayes qui a disparu en 2018 dans des circonstances très troublante. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va revenir chronologiquement, heure par heure, sur les derniers mouvements de Théo Hayes. Parce qu'on a des images de vidéosurveillance, parce qu'on a aussi des données qui nous permettent de retracer le parcours de ce jeune homme ce soir du 31 mai. Et on va aborder après quelques hypothèses qui ont été largement diffusées. Je vais aussi vous apporter des informations sur des événements qui ont eu lieu autour de la disparition de Théo Hayes et qui laisse planer certains doutes. Je n'en dis pas plus, c'est parti. Théo est né en Belgique en 2000 et vit avant son départ pour l'Australie, excusez-moi pour la prononciation de la ville, à Overijse, à proximité de Bruxelles, avec ses parents Vinciane et Laurent qui sont divorcés. Il a un frère cadet, Lucas, et une demi-sœur qui s'appelle Emma. C'est un garçon très proche de sa famille, Théo. Il adore les animaux, les volcans, la mer, l'océan, la nature en général. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, ça fait partie de lui. Il est décrit par tous ceux qui le côtoient comme sympathique, drôle et sociable. C'est un garçon intelligent, studieux. Depuis qu'il est tout petit d'ailleurs, il a toujours aimé l'école. On peut dire que c'est un travailleur acharné et ne manquait jamais une journée de cours, sauf vraiment s'il était malade. C'est en tout cas ce que raconte sa cousine Lisa, dont on reparlera tout à l'heure, une cousine qui était avec lui en dernière année de lycée. Il sait vers quoi il veut s'orienter. En septembre 2019, il envisage d'entamer des études d'ingénieur en technologie mécanique liées également à l'environnement. En fait, depuis qu'il est tout petit, je le répète, mais c'est aussi ce qu'on peut lire sur le site internet dédié à sa disparition, il s'intéresse beaucoup à l'environnement et rêve d'inventer une voiture qui aura zéro impact sur la planète. Mais avant ça, avant de se lancer dans ses études, il veut prendre une petite année sabbatique et partir 8 mois en Australie dans le cadre d'un programme vacances-travail. Et l'objectif, c'est de revenir en Belgique en juin 2019 pour commencer donc ces fameuses études d'ingénieur. Il faut savoir qu'il y a environ 1500 visas vacances-travail qui sont accordés par l'Australie à des Belges chaque année. Un voyage qui devrait être facilité par le fait qu'il va retrouver des gens qu'il connaît. Son parrain et un petit peu plus tard donc sa cousine Lisa. Au moment de son départ, selon tous les avis, il est en forme et en bonne santé, il n'a aucun antécédent de toxicomanie ou de problème de santé mentale, il boit de l'alcool mais de façon occasionnelle, jamais sans excès, parce qu'il ne veut pas perdre le contrôle. Il est un petit peu aventurier dans l'âme, c'est aussi pour ça qu'il part en Australie, mais est de nature prudente. Il ne ferait jamais quelque chose qui le mettrait en danger. D'ailleurs,
Élément, et vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi, qui peut avoir son importance, sa mère lui fait une recommandation avant de partir. Elle lui recommande de ne jamais prendre de risques, de ne pas sauter des rochers et des falaises, ce à quoi Théo lui aurait répondu qu'il sera très prudent. Théo arrive donc en Australie précisément le 12 novembre 2018. Quand il arrive, il n'est pas perdu et totalement seul puisque, je vous l'ai dit, il est accueilli par son parrain, Jean-Philippe Pector, qui est surnommé JP, qui vit à Victoria avec sa femme Julia et ses enfants. Et c'est là en fait que Théo va passer son premier mois d'aventure. Ensemble, ils vont visiter la ville. Jean-Philippe est très heureux d'accueillir Théo, qu'il considère comme son fils. Ensuite, Théo prend la direction de Sydney. Et encore une fois là-bas, il n'est pas seul, puisqu'il rejoint sa cousine Lisa pour passer la veille du Nouvel An avec elle, comme le montre cette photo. Faut savoir que les deux s'entendent très bien, puisqu'en fait, ils étaient dans la même classe lors de leur dernière année de lycée, et qu'ils avaient prévu de se retrouver en Australie, Lisa étant arrivée un mois avant Théo. Après Sydney, en fait, ils vont continuer leur route tous les deux. Ils vont prendre la direction de Melbourne, où ils vont rester un mois. Et c'est là-bas, c'est à Melbourne, que Théo décroche son premier gros job pour l'Open de tennis d'Australie, qui se déroule chaque année donc dans la ville au mois de janvier. Il est super content. Arrive le mois de février 2019, le duo reprend la route direction Shepparton, qui est la 5e plus grande ville de l'état de Victoria, pour travailler dans une ferme afin de récolter des pommes et des poires. Théo aura également l'occasion de travailler dans une entreprise de jardin, comme son papa qui est architecte paysagiste. C'est après ça en fait que Théo et Lisa se séparent, prévoyant de se retrouver en mai 2019. Et à partir de là, Théo va poursuivre son aventure non plus, vous l'avez compris, avec Lisa, mais avec 3 autres Français qu'il a rencontrés un petit peu plus tôt durant son voyage. Et donc, sac sur le dos, eh bien ils partent tous les 4 visiter le pays, notamment la Tasmanie, les îles Whitsunday, l'île Fraser, le comté de Noosa, Townsville, Cairns, Alice Springs, Darwin, Kaladoo et le parc national de Litchfield. Selon l'un des amis de Théo qui a fait le voyage avec lui, Théo aurait décrit ce voyage, je cite, comme l'un des meilleurs moments de sa vie. Arrive donc le 25 mai 2019. Théo retourne donc à Brisbane pour retrouver sa cousine, je vous l'ai expliqué, ils avaient prévu de se revoir. Mais Lisa n'est pas toute seule puisqu'il y a un autre cousin qui est avec elle qui s'appelle Michael. Michael Dorcom précisément, qui est en fait le demi-frère de Lisa, qui lui vit en Australie depuis quelque temps et qui n'a pas vu Théo depuis environ 10 ans. Alors évidemment, ils ont plein de choses à se dire, à partager. Ils vont passer la soirée tous les 3. Une soirée que Michael et Lisa décriront comme très spéciale. Très spéciale en fait parce que Théo arrive à la fin de son périple. Il y a un petit côté nostalgique. Son retour en Belgique n'est pas très loin. Mais avant de retourner en Belgique, il envisage de faire une dernière étape, de longer la côte Est pour arriver à Byron Bay, qu'il prévoit de quitter le lundi 3 juin pour retrouver son parrain. Il a d'ailleurs, c'est important, réservé déjà son billet de bus pour Sydney le 3 juin et pour Melbourne le 4 juin. Son retour en Belgique est annoncé pour le 13 juin 2019. Et Lisa raconte que ce fameux soir où ils sont tous les 3, ils ont beaucoup parlé de son voyage, un voyage qu'il a adoré. Mais il était surtout très content de rentrer chez lui et de voir sa famille. Elle dira qu'il rêvait de dormir dans un bon lit dans sa chambre. Et cette joie de retourner à la maison, de retourner chez lui, il l'a partagée aussi à ses parents. Son père raconte qu'il était très content de rentrer le 13 juin en Belgique. Quelques jours avant sa disparition, il avait même demandé à sa maman s'il pouvait organiser une fête chez elle avec tous ses amis. Il a même demandé à Laurent, son père, s'il pouvait travailler avec lui dans ses jardins afin qu'il puisse gagner un petit peu d'argent. Rien, vous le comprenez, ne laisse penser qu'il aura envie de disparaître de lui-même. Le lendemain, Lisa accompagne Théo à son bus. Elle lui dit au revoir. Et le voyage de Théo se poursuit jusqu'à la Gold Coast, avant d'arriver à Byron Bay. C'est donc le 29 mai 2019 que Théo arrive à Byron Bay, dans le comté de Byron, à l'extrême nord-est de l'État de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Réputée pour être la ville la plus cool d'Australie, avec ses magnifiques plages, ses spots de surf ou encore ses festivités.
Environ 95 000 routards visitent Byron chaque année. C'est la dernière étape de son voyage. Une étape un petit peu plus tranquille. L'idée en fait est de se reposer. Théo arrive le mercredi 29 mai et s'enregistre à 14 h au Wake Up, une auberge de jeunesse placée face à la plage de Belangil, où il doit rester jusqu'au lundi 3 juin 2019 donc. Cette auberge ressemble à une maison de style chalet pouvant accueillir 8 personnes, majoritairement des voyageurs sac au dos comme Théo, qui lui dormira sur une couchette supérieure. Une fois arrivé, de ce que l'on sait, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'interactions avec les autres avant le vendredi soir. On ne sait pas vraiment en fait ce qu'il a fait entre le mercredi, le jour de son arrivée, et le vendredi 31 mai. On imagine cependant qu'il a fait quelques balades dans Byron puisqu'il envoie à sa demi-sœur Emma le 30 mai une photo représentant l'étendue de la plage qui s'appelle le col jusqu'au phare. Les autres jeunes présents dans son auberge diront que les 2 premiers soirs, Théo restait sur sa couchette, regardant des films sur son téléphone. Mais ils décrivent un jeune homme sympathique et sociable. Arrive donc le vendredi 31 mai 2019 et le soir de sa disparition. La chronologie de ce qu'il a fait ce soir-là est connue grâce à plusieurs éléments. Des témoignages, des images de vidéosurveillance et des données téléphoniques. Tout commence à 18 h. Théo participe à un barbecue sur la terrasse arrière de l'auberge. Durant ce barbecue, Théo fait la connaissance d'un autre Belge, Antoine, avec qui ça va immédiatement matcher. Le courant passe très bien. Ils parlent de leur pays, ils parlent de Bruxelles, et encore une fois, Théo raconte à Antoine qu'il est pressé de rentrer chez lui. Et c'est ensemble qu'ils vont une première fois se diriger vers le centre de Byron. Vers 19 h 30, Théo et Antoine prennent la navette de l'auberge pour se rendre en ville. Ils arrivent regarder chez un caviste aux alentours de 19 h 44, le Northern Bottle Store. Tout ça enregistré par la vidéosurveillance du magasin. On voit donc Théo qui porte un pull à capuche noire, un pantalon beige, une casquette grise avec un logo Puma blanc, une montre noire, des chaussures complètement noires. Ils achètent 2 litres de rosé avant de repartir à l'auberge. Et pour le retour à l'auberge, ils prennent un Uber via le compte de Théo. Ils arrivent à l'auberge un petit peu après 20 h. Pendant le trajet, Théo envoie un message à Emma, sa demi-sœur. Un message dans lequel il s'excuse d'avoir tardé à lui répondre en lui disant qu'il prévoit de sortir un petit peu plus tard dans la soirée. Une fois arrivés à l'auberge, Antoine et Théo s'assoient autour de la table avec le groupe du début de soirée, composé de Sacha et Michael, de Marlène, d'Annika, de 2 femmes britanniques, Eden Parsons et Helen Lloyd, et d'un motard séjournant dans une autre auberge qui s'appelle Alexander State de Garde, connu sous le nom de Sander. Selon les témoignages de cette soirée, c'était assez calme. Personne n'était ivre et encore moins Théo qui avait l'air dans son état normal. Un petit peu après 21 h, le groupe décide de bouger et de se rendre dans un bar du centre de Byron très réputé qui s'appelle le Cheeky Monkeys, situé au 115 Johnson Street. À ce moment-là, ils ne partent pas tous en même temps. C'est Antoine, Sander, Marlène, Annika, Eden, Hélène et Théo qui partent en premier. À 21 h 35, regardez, les images de vidéosurveillance enregistrent le petit groupe entrant dans le Cheeky Monkeys. Une fois à l'intérieur du bar, le groupe de 7 personnes donc s'assoit autour d'une table. Les images de vidéosurveillance, encore une fois, montrent Théo à côté d'Hélène et de Sander. Et là, c'est ce que, en tout cas, diront les témoignages, une discussion s'engage, plus précisément avec Sander, sur la politique européenne, tout en buvant quelques bières. Les relevés bancaires de Théo confirment qu'il achète ce soir-là 2 bières. Une à 21 h 51, qu'il boit avec le groupe à table, et la deuxième à 22 h 14,
qu'il boit sur la piste de danse. C'est un petit peu plus tard que les choses s'accélèrent, parce que plus les minutes passent et plus le bar se remplit. Je vous rappelle qu'on est vendredi soir, ce qui fait que le groupe du début commence à se disperser. La caméra de surveillance du bar capte Théo en train de danser entre 22h44 et 22h49. Ensuite, on le voit marcher en direction des toilettes à 22h55. Dans les toilettes, il y reste 5 minutes, mais après ça, il ne reverra plus jamais ses amis, tout simplement parce qu'il n'a pas le temps. Un agent de sécurité le stoppe, le soupçonnant d'être bourré. Alors que clairement, Théo ne pose aucun problème. Il n'embête personne, à aucun moment on ne le voit tomber, trébucher, il n'est pas pris dans une bagarre, clairement rien ne justifie qu'on le sorte du bar. Une fois sorti, regardez, on le voit sur les images de vidéosurveillance. Il comprend pas. Il comprend pas ce qui se passe, on le voit même interagir avec un autre gars, faisant signe qu'il ne sait pas pourquoi il est sorti. On lui demande de poser pour une photo devant le bar, certainement pour qu'il puisse être repéré s'il essaie de revenir. Et il est laissé seul, et comme vous le voyez, il n'oppose aucune résistance. L'agent de sécurité qui l'a mis dehors sera interrogé évidemment quelques jours plus tard et dira en fait qu'il a trouvé que Théo semblait perdre la coordination et l'équilibre, et en fait qu'il a jugé qu'il n'était pas très loin de la limite. Il s'est dit que c'était le moment de le sortir. La toute dernière image de vidéosurveillance dans laquelle on voit Théo, c'est celle-ci. À 23h03, il a donc quitté le bar. Il marche en direction de la rue Kingsley, fixant son téléphone portable. Il a l'air concentré dessus. Il est même à 2 doigts de se prendre un poteau qu'il évite, ce qui montre aussi qu'il a toutes ses facultés à ce moment-là. Et en fait, là, quand il a les yeux fixés sur son téléphone portable, il cherche l'adresse de son auberge sur Google Maps. Mais le problème, c'est qu'il part dans la direction opposée de là où il devrait aller. Au lieu de remonter la rue Johnson vers la plage principale, il emprunte cette rue Kingsley et marche vers l'est. L'auberge est de l'autre sens. Cette image est donc la dernière du jeune homme. Après ça, c'est son activité téléphonique qui va nous guider sur la suite de ses mouvements. Il faut bien garder dans un coin de la tête que ces données téléphoniques qu'on va décortiquer là dans quelques instants, les enquêteurs ne vont les obtenir que 3 semaines après sa disparition. Autrement dit, au tout départ, quand on va le chercher, eh bien, on ne sait pas vraiment où il est allé. À 23h14, donc 10 minutes après cette image, Théo s'arrête près d'un terrain de cricket, à côté d'une zone de brousse. Ce terrain, en fait, c'est un endroit où les jeunes ont l'habitude de se retrouver le soir. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, justement, il a croisé quelqu'un ? On va en reparler un petit peu plus tard. Toujours est-il qu'il va y rester 7 minutes, jusqu'à 23h21. 7 minutes, écoutez bien, sans utiliser son téléphone portable. En fait, il y a 2 suppositions. Soit il s'est posé là pendant 7 minutes sans bouger, ce qui paraît peu probable, soit il a eu une interaction avec quelqu'un, une personne qu'il connaît ou non. Encore une fois, on en parlera dans un instant. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes à cet endroit, eh bien, on entend déjà l'océan, on n'est pas très loin de l'eau. Et le chemin menant à la plage n'est pas très visible, encore moins la nuit. Pourtant, il va emprunter ce sentier sombre à travers la brousse en direction de l'océan. Les analyses de son téléphone le montrent semblant parfois marcher rapidement ou même courir. Il va également utiliser l'appareil photo de son téléphone portable à 23h38. Alors pour quelle raison, on ne sait pas vraiment, peut-être pour flasher devant lui. Il va consulter Google Maps un certain nombre de fois pendant le trajet. Il quitte le sentier pour s'engager dans un terrain escarpé et dense et se retrouve sur la plage de Talo vers 23h48. Et encore une fois, selon l'analyse de son téléphone portable, il marche à un rythme soutenu jusqu'à l'extrémité nord près des falaises de Cap Byron, connu sous le nom de Cozy Corner. Juste avant minuit, à 23h56, il quitte la plage et semble monter une pente raide vers le chemin du phare, avant de retourner sur cette même plage quelques minutes plus tard. Savoir que cette zone commence par un endroit clairsemé, mais devient rapidement très accidenté. Son aller et retour, donc vers le chemin du phare, lui prend 8 minutes. Pourquoi a-t-il monté cette pente ?
Eh bien, certains pensent qu'il voulait en fait prendre un petit peu de hauteur pour essayer de se retrouver. Une fois à nouveau sur la plage, donc, les relevés téléphoniques montrent qu'il a de nouveau consulté des cartes Google. Juste après minuit, son téléphone cesse d'enregistrer les données GPS. On suppose en fait qu'il a lui-même désactivé ses services de localisation pour économiser de la batterie. À minuit 20, il envoie un message sur Messenger à une copine en Belgique qui s'appelle Lou. Une discussion tournant autour d'un concert de U2 prévu en Australie en septembre. Cette discussion avait commencé quelques heures plus tôt. Une discussion pas inquiétante. On sait qu'il regarde aussi des vidéos sur son téléphone, sur YouTube précisément, un clip et une émission qu'il aime beaucoup, Burger Quiz. À minuit 50, il recherche les directions pour accéder à son auberge. Donc, il a toujours en tête de retourner à son auberge. À minuit 55, il envoie un message à sa demi-sœur, poursuivant encore une fois une discussion de la veille. Mais, on le redit, rien d'inquiétant dans ce message. Il envoie aussi un message sur WhatsApp à un certain Loïc, qui est en fait l'un des jeunes avec qui il a partagé un mois d'aventure en janvier 2019. Et ce message qu'il lui envoie est en fait une réponse à un message de Loïc qui avait été envoyé plus tôt, vers 22h30, demandant à Théo si Byron Bay était un paradis pour les surfeurs, ce à quoi Théo a répondu « oui, carrément ». Et après, plus aucune activité. Pour les avocats de la famille, quelque chose s'est forcément produit à 1h02 du matin, parce que c'est à ce moment-là que son téléphone cesse de recevoir des données. C'est simple pour les avocats, soit le téléphone n'avait pas de réseau, soit il était éteint ou mis en mode avion. Tous les messages qu'il va recevoir dans la nuit seront marqués comme non distribués. Le problème, et c'est aussi ça qui est surprenant, c'est que 5 heures plus tard, à 6h17, le téléphone de Théo se reconnecte soudainement. Ce qui indique pour les avocats de la famille que son téléphone portable n'a pas fini dans l'eau. Et ça, c'est un élément important, on va en reparler tout à l'heure. Le téléphone reste ensuite actif jusqu'à l'après-midi de ce même jour, avant qu'il ne se déconnecte définitivement. Et malheureusement, ni Théo, ni son téléphone portable ne seront retrouvés. Et si les images de vidéosurveillance à la sortie du Cheeky Monkeys n'étaient pas les dernières images de Théo? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que quelques mois plus tard, on découvre d'autres images de vidéosurveillance. Des images qui proviennent d'une station-service sur le trajet qu'aurait pu emprunter Théo dans le créneau de sa disparition cette nuit-là. En fait, c'est un employé d'une station-service qui a visionné les images de la nuit et qui a envoyé ces images au cousin de Théo, Michael Dorcom. Et voici ce que dit Michael en visionnant ces fameuses images que vous voyez en ce moment. C'est quelqu'un qui travaille là-bas qui m'a envoyé un message. Il a dit qu'il avait vérifié les images de leur caméra et c'est là qu'il a vu quelqu'un marchant dans la rue. Ça correspond à la chronologie des événements et c'est vrai que c'est la même façon de marcher de Théo. Ça lui ressemble. Alors c'est vrai que ça ne fait pas vraiment avancer l'enquête, mais on se rend compte sur ces images que Théo passe près d'une route. Et vous allez voir qu'on va découvrir dans quelques instants un témoignage qui pourrait recouper avec ce moment-là. La première à s'inquiéter de cette disparition, c'est Vinciane, la mère de Théo, qui n'arrive pas à avoir des nouvelles de son fils. Elle pense au tout départ qu'il est dans une zone hors couverture internet, sauf qu'on arrive au 6 juin 2019. Ça fait quasiment une semaine que Théo a disparu. Et en fait, personne ne le sait. À ce moment-là, c'est aussi ça qui est dingue. Aucune de ses connaissances du soir ne s'est inquiétée. Personne ne s'est posé de questions. Il est quand même parti du bar tout seul. Il disparaît, on n'a plus de ses nouvelles et personne ne se pose de questions à l'auberge, et on va y revenir dans un instant, et parmi ses connaissances. Alors, peut-être que pour les dédouanés, c'est des routards, et pour la plupart, ils devaient repartir le lendemain. Donc, pas de Théo, ils n'ont plus de nouvelles, eux, ils sont repartis. Dans tous les cas, le premier réflexe de Vinciane, c'est de contacter Lisa et JP, qui sont les plus à même de l'aiguiller. Elle explique que Théo ne répond plus, qu'il n'est plus actif sur Internet. Alors, Lisa essaie aussi de le contacter, elle n'y arrive pas. Elle décide d'appeler la compagnie de bus qu'il devait prendre pour rejoindre Sydney.
Mais elle se rend compte en fait qu'il n'a pas pris son bus. Et là, c'est inquiétant. Elle poste un appel à témoins sur les groupes Facebook de backpackers en donnant une description physique de Théo. Et dans le même temps, de son côté, Jean-Philippe découvre que les dernières transactions bancaires de Théo ont été effectuées au Cheeky Monkey. Et en remontant, il découvre aussi qu'un peu plus tôt, eh bien, il a dépensé de l'argent à l'auberge Wake Up. C'est là qu'il s'est enregistré. Eux ne le savaient pas, personne n'était au courant. En fait, Théo faisait sa vie, personne ne savait vraiment où il était. Enfin, on savait qu'il était à Byron Bay, mais on ne savait pas dans quelle auberge, ni ce qu'il faisait de sa vie finalement. En fait, c'est là qu'on découvre où il dormait. Ça donne le début d'une piste. En tout cas, on sait par où commencer. Lisa appelle l'auberge et là, stupeur. Elle apprend que Théo n'est pas parti le lundi 3 juin comme c'était prévu et que ses effets personnels, y compris son passeport, sont toujours là-bas. Et là, on peut faire une petite parenthèse. On se demande quand même pourquoi l'auberge n'a pas signalé sa disparition plus tôt. Le 8 juin, une opération de recherche menée par des bénévoles locaux commence à Byron, organisée à distance par les cousins de Théo, Lisa et Michael, via Facebook notamment. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce que Théo a fait ce soir-là, ni la direction qu'il a prise, on n'a rien. La police commence à effectuer une grande recherche terrestre, maritime et aérienne. La police belge est aussi sur le coup, évidemment, puisqu'on parle d'un ressortissant belge qui a disparu. Et pendant ce temps-là, Michael, Lisa et JP, qui sont entre-temps arrivés à Byron, vérifient la rue principale vers l'auberge pour identifier toutes les caméras de vidéosurveillance qui ont vu sur la rue. Le 13 juin 2019, c'est au tour de Laurent, le père de Théo, d'arriver sur place. Il est dévasté. Il aura ces mots face à la presse. J'ai promis au petit frère de Théo, Lucas, que je ramènerai son frère à la maison. S'il vous plaît, aidez-moi à tenir la promesse que je lui ai faite. Le 24 juin, c'est au tour de Vinciane, la mère de Théo, d'arriver à Byron Bay. Une page Facebook Looking for Théo AS est ouverte dans le but évidemment de rassembler un maximum de témoignages. Et c'est là qu'on obtient aussi dans le même temps les images de vidéosurveillance du soir de sa disparition. Et une semaine plus tard, fin juin, on découvre les données téléphoniques de son téléphone portable, ce qui permet aux recherches de se concentrer sur ce parcours. Vous le comprenez, à partir de là, on a donc ces derniers mouvements en images et ces derniers mouvements via ces données téléphoniques, tout ce qu'on a passé en revue. Et c'est comme ça que le 7 juillet 2019, des volontaires trouvent une casquette grise de marque Puma près de Tallow Beach, la plage sur laquelle il s'est rendu. La famille est certaine que c'est la casquette de Théo. Ils expliquent que cette casquette trouvée est du même modèle et de la même couleur avec la même usure sur le bord. Et la position en plus, on l'a retrouvée, correspond précisément à l'un de ces derniers emplacements GPS connus. C'est une avancée. Mais malgré ça, l'enquête stagne, la police se dit déconcertée. Mais elle pense que Théo est décédé. 3 hypothèses se dégagent autour de cette disparition. Celle que Théo a mis fin à ses jours, l'hypothèse de l'accident ou l'hypothèse d'un crime. La première hypothèse, elle est balayée. C'est impossible, c'est impensable pour la famille, pour les policiers aussi. Théo n'avait aucune raison de mettre fin à ses jours. Il était pressé de rentrer, il avait pris son billet de retour, il avait dit à sa famille qu'il était pressé de les retrouver. C'est pas possible, ça fait plus que 2 hypothèses. La thèse de l'accident est la plus probable pour les enquêteurs. En fait, avec les éléments qu'ils ont, ils pensent que Théo a essayé de grimper sur la falaise, vers le phare, qu'il est tombé et qu'il s'est noyé et que son corps en fait a été emporté. Peut-être même qu'il n'était pas dans son état normal, ce qui l'aurait poussé à prendre des risques. Il y a quand même cette question du téléphone portable qui se réactive 5 heures plus tard. Et là aussi, les policiers émettent plusieurs hypothèses par rapport à ce téléphone portable. Soit, après les derniers messages envoyés, il s'est séparé de son téléphone et il est allé dans l'eau sans, il l'aurait laissé donc sur le sable. On l'aurait quand même retrouvé, il y a peu de chances que la mère l'ait emmené à cet endroit-là, en tout cas c'est ce que disent les avocats de la famille. Soit, il l'aurait laissé tomber en essayant de grimper la falaise, le téléphone se serait coincé dans un rocher et que lui, en essayant de le récupérer, serait tombé dans l'eau et se serait noyé.
selon les policiers, il est aussi tout à fait possible que Théo soit tombé, qu'il se soit blessé ou qu'il soit décédé directement avec son téléphone portable quelque part au fond des falaises et que son corps et son téléphone portable n'aient été balayés par la mer qu'après 13h47, le 1er juin 2019, le moment en fait où son téléphone se déconnecte définitivement. Mais cette hypothèse de l'accident est difficilement envisageable pour la famille, qui ne comprend pas pourquoi Théo s'est dirigé vers la plage tout seul. Certainement pas pour se baigner, ça c'est impossible. On sait que cette nuit-là, il faisait assez froid et il y avait du vent. Il n'aurait jamais fait ça. Tout comme il n'aurait jamais pris le genre de risque de grimper sur la falaise. Rappelez-vous des mots de Vinciane, sa mère, avant qu'il ne parte. Ne prends pas de risque inutile, ne grimpe pas sur des falaises, sur des rochers. Pour eux, c'est simple. La possibilité que Théo a rencontré une ou plusieurs personnes ce soir-là et que l'une de ces personnes a causé sa mort et s'est débarrassée du corps est tout à fait possible. Le moment de 7 minutes, souvenez-vous, près des filets du terrain de cricket entre 23h14 et 23h21. 7 mystérieuses minutes pendant lesquelles il ne touche pas à son téléphone portable. Alors qu'avant, il était sur Google Maps, le téléphone était actif. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il a fait? Pour la famille, il a forcément rencontré quelqu'un. Quelqu'un avec qui il a discuté, peut-être qu'il s'est fait interpeller. C'est aussi la vie d'un ancien détective qui raconte dans une émission australienne que Théo se dirige vers Tallow Beach par la route la plus improbable et la plus déserte, sans aucune hésitation alors qu'il n'est pas du coin et il ne connaît pas, de façon rapide. Le détective dit la chose suivante, il devait donc être avec quelqu'un qui connaissait parfaitement la région. La question que le détective se pose, c'est pourquoi cette personne ne s'est jamais manifestée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 minutes? Qui a-t-il rencontré? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait? Quelqu'un qu'il ne connaissait pas? Est-ce qu'il s'est fait agresser? Est-ce qu'il était poursuivi? Est-ce qu'on lui a proposé des substances illicites? Peu plausible. Encore une fois, Théo ne touchait pas, en tout cas selon sa famille, ne touchait pas à la drogue. Un journaliste australien pense aussi que Théo fuyait quelque chose ou quelqu'un. Ce journaliste s'appelle David Murray, il dévoile dans son podcast des éléments inconnus du grand public. Par exemple, on apprend que dans la zone du terrain de cricket vivent des sans-abri et que sur cette zone, précisément, on retrouve des seringues, des débris. C'est pas un endroit très bien fréquenté. On apprend aussi, toujours selon les données de son téléphone portable, qu'il se déplaçait à environ 6 km à l'heure. Et dès qu'il pouvait tourner à gauche, il faisait tout l'inverse. Ça veut dire que soit il fuyait quelqu'un, soit il suivait quelqu'un qui l'a mené jusqu'à la plage. Et qu'en est-il de ce bâton ensanglanté qui a été retrouvé pas très loin de l'endroit où Théo a disparu, localisé précisément dans les dunes de sable du côté du cap Byron. Un bâton d'1,50 m qui a été retrouvé par un volontaire. Et c'est donc l'épouse de ce volontaire qui a publié la photo du bâton en question sur Facebook en indiquant qu'elle ne savait pas si la police qui détenait maintenant le bâton avait utilisé ce possible indice dans la disparition de Théo. Et aujourd'hui, j'ai pas trouvé en tout cas d'infos dans ce sens, on ne sait toujours rien par rapport à ce bâton ensanglanté, c'est quand même bizarre. Évoquons maintenant une hypothèse qui n'a pas été retenue. Et si Théo était toujours en vie et avait été kidnappé ce soir-là? C'est aussi une possibilité. Si on en croit Jean-Philippe, le parrain de Théo, qui a expliqué dans le podcast, toujours, avoir reçu le 24 juin 2019 un message Facebook provenant d'un compte au nom de Mike Larry. Ce message disait la chose suivante. « Je suis conscient que ce message est effrayant. Nous avons Théo. Dites à son père qu'il va bien. Ce n'est pas un canular. » Un message qui a été envoyé à plusieurs membres de la famille. Alors Jean-Philippe explique que tout le monde était sous le choc et que la question que tout le monde s'est posée, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? La police à l'époque a immédiatement été prévenue et selon l'enquête qui a été faite, ce message proviendrait d'Afrique du Sud et non d'Australie, ce qui contredit l'hypothèse du kidnapping. Ce serait donc un canular. Mais la famille dit une chose intéressante, la personne qui a fait ça a très bien pu utiliser un VPN. Un VPN qui aurait permis que ce message, finalement, au lieu de faire croire qu'il est envoyé d'Australie,
il est envoyé d'Afrique du Sud. Cette piste, en tout cas, n'a pas été creusée. Il faut forcément évoquer les témoignages troublants qui sont venus conforter la thèse d'un crime, ou du moins la thèse qu'une autre personne est impliquée dans la disparition de Theo. Parlons du témoignage de Lisa Horne. Lisa Horne, c'est une Australienne esthéticienne originaire du Queensland. Et son témoignage est perturbant puisqu'elle affirme, écoutez bien, avoir vu un homme allongé sur le bord d'une route à 2 pas de Coffs Harbour, qui est situé à 230 km de Byron Bay, sur la côte. Elle raconte que l'individu portait les mêmes vêtements que ceux de Theo Hayes le jour de sa disparition. Elle explique avoir contacté la police pour décrire les faits le 2 juin, soit 4 jours avant que la famille de Theo ne se rende compte de sa disparition. Et voici ce qu'elle dit. Je conduisais vers le sud, sur la Pacific Highway, juste après Coffs Harbour, lorsqu'un homme m'a fait signe. Il était debout à côté d'un autre homme, allongé sur le sol et qui avait l'air mort. Plus tard, j'ai vu les images de vidéosurveillance et les reportages sur Theo à la télévision. Je leur ai dit que j'étais certaine que le jeune homme disparu était le même que celui que j'avais vu allongé sur la route. Il portait un pantalon de couleur claire et des chaussures noires. Il était environ 4h30 du matin. Il faisait noir et il n'y avait personne d'autre sur la route. J'ai continué à rouler, mais quelque chose au fond de moi me disait d'y aller. J'ai commencé à pleurer car je me suis dit que quelqu'un avait peut-être réellement besoin de mon aide. Je ne savais pas quoi faire. On peut légitimement se demander pourquoi ce témoignage n'a pas été approfondi par la police. Peut-être que la distance a fait dire aux policiers que ce n'était pas possible. Mais l'horaire, 4h30, on peut facilement faire 230 km en voiture, puisque je vous rappelle qu'on estime que la disparition de Theo serait aux alentours des 1h du matin. Et que cette jeune femme a vu l'homme par terre aux alentours de 4h30. Si son témoignage est sérieux, a-t-on eu vent d'un homme souffrant sur le bord de la route cette nuit-là? Était-ce Theo allongé? En tous les cas, si son témoignage est sérieux, qui était l'homme allongé, mal en point, sur le bord de la route, aux alentours de 4h30 du matin? Autre étrange témoignage, celui d'un homme qui affirme, écoutez bien, avoir surpris une conversation entre 2 personnes dans un pub à Byron Bay. Une conversation durant laquelle ceux-ci assuraient connaître l'endroit où se trouvait le corps de Theo Hayes. L'homme qui a entendu ça a alors contacté un détective privé qui travaille pour la famille de Theo afin qu'il mène son enquête. Selon les déclarations de l'individu, qui n'a fait que répéter ce qu'il avait entendu, Theo Hayes aurait été enterré dans une maison abandonnée à plus de 60 km de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. Le détective s'est donc rendu sur place et s'est retrouvé au milieu d'un quartier hippie. Dans l'habitation qui a été indiquée, il ne trouve rien concernant Theo. Mais par contre, il retrouve des affaires, des bagues et des lettres appartenant à une certaine Thea Lidl, une femme de 42 ans portée disparue quelques mois après Theo, et dont, écoutez bien, des ossements ont été retrouvés à proximité du phare de Byron Bay, sur le même site que celui sur lequel Theo est présumé avoir disparu. Il y a peu de chances que Theo et Thea se connaissaient, mais les données du téléphone portable de Theo ont toutefois prouvé qu'il avait fréquenté des endroits similaires, mais pas forcément en même temps. Il faut savoir que 2600 disparitions n'ont jamais été résolues en Australie. 6 d'entre elles se sont produites dans les environs de Byron Bay. On va commencer par celle de Margaret Ryan, qui est portée disparue depuis 1986. Elle a été vue pour la dernière fois le 3 juillet 1986 par l'un de ses amis. Elle avait 38 ans. Il existe peu d'éléments sur sa disparition, qui est toujours sans explication. Il y a aussi la disparition de Geoffrey Neville, disparu depuis 1993. Il avait 39 ans au moment de sa disparition. Cet homme semblait connu comme consommateur de drogue. La probabilité pour qu'il soit encore en vie est très faible. Il aurait aujourd'hui 65 ans à peu près. Rodney Bradridge, disparu lui depuis 1997. Il était âgé de 23 ans.
Il n'a plus jamais laissé de traces après avoir été déposé le 22 mai sur une route à une quinzaine de kilomètres du centre de Byron Bay. Il n'a jamais repris contact avec sa famille ou ses amis. Sa disparition a été jugée très préoccupante à l'époque par les autorités. Parlons aussi d'Helen Wilson, qui est portée disparue depuis 2015. Elle avait 54 ans lors de sa disparition. Les dernières images d'Helen la montrent en train de retirer de l'argent à l'aéroport de Ballina à Byron Bay le 11 septembre. Elle avait ensuite un rendez-vous avec l'une de ses connaissances, un rendez-vous auquel elle ne s'est jamais rendue. C'est comme ça que sa disparition a été signalée. Bronwyn Winfield, disparue depuis 1993. Elle était âgée de 31 ans, elle avait 2 enfants. Elle vit à Lenox Head, à quelques kilomètres de Byron Bay au moment de sa disparition, avec son compagnon. C'est d'ailleurs son compagnon qui a signalé sa disparition le 16 mai 1993. Elle n'a jamais été retrouvée depuis. Sa famille soupçonne son partenaire de l'avoir assassinée, mais rien n'a permis d'étayer cette hypothèse. Beaucoup plus récemment, quelques mois avant la disparition de Théo, une double disparition a été notée comme inquiétante. Tout près de la zone d'ailleurs où s'est volatilisé Théo. Le Français Erwan Ferrieux et son ami britannique Hugo Palmer, qui ont été vus pour la dernière fois à Shelly Beach, en Nouvelle-Galles du Sud donc. Leurs biens, leurs affaires avaient été retrouvés dans une voiture de location à proximité du lieu de la disparition. Alors à l'époque, la police a pensé que les 2 amis s'étaient noyés. Il a fallu attendre un petit peu de temps et finalement, des pêcheurs ont retrouvé 3 os dans les eaux avoisinantes, non loin de l'endroit où avait été retrouvée cette voiture de location. Les tests ADN ont été effectués et ont révélé que ces os appartenaient à la même personne, c'est-à-dire à Erwan Ferrieux, sans qu'on ne sache ce qu'il s'est réellement passé. Nous sommes en 2025 au moment où j'enregistre cette vidéo. Plus de 5 ans se sont passés depuis la disparition de Théo. Ses parents sont de plus en plus résignés, ils se font de plus en plus à l'idée que Théo est décédé. Laurent Hayes, son père, a expliqué récemment à la RTBF qu'il était peu probable que Théo soit encore en vie, mais qu'ils sont très désireux de savoir ce qui s'est réellement passé. Même chose pour Vinciane, sa maman. Comment faire son deuil sans avoir vu le corps de son enfant ? Je sais qu'au début, la première année, il m'arrivait de penser qu'il était toujours en voyage, pour que ça reste acceptable. Je pense que c'est typique du deuil. On est dans le déni. Et c'est bien fait parce que c'est ça qui permet de continuer à vivre. J'ai l'impression d'avoir passé cette étape, mais il y a toujours un petit endroit dans ma tête qui se dit « et si ?» Vinciane était institutrice maternelle au moment de la disparition de son fils, mais elle a dû arrêter, c'était trop compliqué. Aujourd'hui, elle est thérapeute et elle accompagne les autres dans le deuil. Elle reçoit chez elle, dans la chambre de Théo. C'est ce qu'elle expliquait il y a quelques semaines à RTL Belgique. Pendant plusieurs mois, elle est restée intacte. Parfois, je venais m'y réfugier et puis c'était hyper difficile aussi de passer devant, de rentrer. J'ai commencé par enlever certains objets. Je pense par exemple au lit de Théo. Je l'ai donné à mon papa. Symboliquement, Théo, c'était un très très bon dormeur. Il aimait beaucoup son lit. Et donc ce lit est destiné aux petits-enfants qui viennent dormir chez mon papa. Et ils y dorment très bien. Théo, aujourd'hui, est toujours porté disparu. Honnêtement, de mon côté, ça c'est mon opinion personnelle, mais je ne crois plus malheureusement qu'il soit encore en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Est-ce qu'il a croisé quelqu'un ? Est-ce qu'il a perdu pied ? Franchement, c'est très compliqué de se faire un avis sur cette affaire. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans tous les cas, l'avis de recherche est toujours en cours. Hein. Je partage tout ça, notamment en description et ici. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo de votre côté. On se retrouve bientôt pour une prochaine affaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.